Aujourd'hui, en 2024, il n'y a jamais eu autant de cash qui circule. Ok. Ce que tu as dit, c'est réel. Tu as vu tout ce qu'on construit, du jour au lendemain, ça peut disparaître. C'est ça. Et c'est la vie de l'entrepreneuriat, c'est un risque que les gens ne s'en rendent pas compte. À un moment donné, c'est ta responsabilité. Tu ne peux pas te défausser quand tu es entrepreneur. C'est ça qui est magnifique. Tu peux mentir aux gens, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Okay. Moi, j'ai toujours dit, nous, il faut toujours qu'on vise l'excellence. On ne peut pas être dans l'à peu près. Okay. Impossible. Parce que quand tu es dans l'à peu près, on va te couper les ailes. Quand tu es dans l'excellence, c'est difficile qu'on te coupe les ailes. Qu'est-ce que tu penses avoir appris professionnellement? Ouais, j'imagine. Je te jure, ça m'a transformé. Incroyable. Des trucs que j'ai fait que j'aurais jamais imaginé faire. Comme quoi? Grâce à ça, Monsieur Moussa Camara, bonjour. Bonjour Tanguy, ça va? Ça va très bien et toi? Super. Bon. Je suis content de te recevoir ici parce que ça fait un moment que j'espère que tu sois là. Parce que nous, on parle forcément entrepreneuriat. Et monsieur entrepreneuriat des quartiers, c'est toi en France. On est d'accord? Des quartiers, pas que des quartiers, de partout, mais aujourd'hui... Des quartiers et des coins reculés. Ouais. Enfin, des territoires. Surtout, depuis le temps qu'on devait se poser. Exactement. En plus, moi, j'ai connu tes podcasts avant de te connaître. Ok. D'accord. Et ouais, franchement, chaque fois que je les écoutais, ils sont hyper, on va dire, il y a beaucoup d'apprentissage. Merci. Et franchement, bravo pour ce que tu fais parce que ça, quand tu m'as proposé, pour moi, je suis honoré parce que je te suivais avant même de te connaître. Mais j'ai découvert là, en écoutant Génération Déterminée, que tu écoutais toi-même beaucoup de podcasts. Ouais. T'écoutes quoi? Le tien, j'écoute aussi Génération Do It Yourself. Forcément. Qui est l'un des le plus gros en France, quoi. Le plus gros, principalement. Et après, 2-3 podcasts un peu centrés sur d'autres sujets que l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut pas s'enfermer. T'avais parlé d'histoire. J'aime bien les biographies et tout, etc. Ok. C'est pas mal. C'est les histoires des gens, comment ils ont conquis un peu leur réussite, mais différent que l'entrepreneuriat. Et en même temps, finalement, tout se rejoint. Donc, du coup, voilà. C'est les mêmes ressorts, quoi, qui font qu'on se bat. C'est les mêmes ressorts, la même passion parfois pour un projet collectif ou personnel. Et derrière, il y a beaucoup de leçons à en tirer. Et moi, je conseille beaucoup, j'ai beaucoup moins de temps de lire. Et c'est pour ça qu'écouter des podcasts, tu vois, quand tu es sur la route, quand tu es dans le train, quand tu marches, etc., ça te régénère. Ok. La première question que je pose toujours, c'est celle de l'ambition. Avant, je demandais directement quelle est ton ambition. Mais moi, j'ai envie de te demander, toi, aujourd'hui, tu as bientôt 40 ans. Où est-ce que tu te vois à 70 ans? Qu'est-ce que tu te vois avoir accompli à 70 ans? 70 ans, on m'a jamais posé la question. Je sais même pas si je me vois jusqu'à 70 ans. La vie de fou que je mène. Et moi, mes journées, ils sont tellement intenses que je dors pas beaucoup. Je me lève très tôt, je dors un peu tard. Bon, quand même, je fais du sport et tout, etc. J'essaie de bien m'alimenter. Mais c'est vrai que la vie de fou que je mène à 70 ans, je me dis où je serai. J'espère que je serai en bonne santé, en tout cas. Je pourrais continuer à faire du sport et peut-être que je pense pas que je m'arrêterai. J'ai ça dans le sens, c'est-à-dire je me vois pas à faire une petite retraite paisible, me poser et tout, etc. Je pense que j'essaierai de rester toujours en activité si Dieu me permet d'être encore vivant à 70 ans. Mais voilà, après, tu poses une question sur l'ambition. Souvent, la question que je me pose, pourquoi on n'a pas assez d'ambition? Pourquoi j'ai pas... Souvent, on se limite, mais c'est culturel. Toi, tu trouves que toi-même, tu n'as pas assez d'ambition? Non, moi, aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup d'ambition par rapport à ce que je porte. Et je pense que depuis tout petit, j'ai toujours été quelqu'un d'assez ambitieux parce qu'il ne faut pas confondre l'ambition et surtout les gens les arrivistes, c'est-à-dire les gens qui sont prêts à tout pour réussir. Et culturellement, parfois, moi, je suis né d'une culture un peu... africaine, où les parents, voilà, ils nous disent contentez-vous de ce que vous avez, en fait. C'est déjà bien de là où on sort. Et c'est vrai mais ça permet de mesurer, en fait, l'ambition, de dire, OK, ce que j'ai, je suis satisfait de ce que je fais, mais si je peux avoir plus, je vais essayer de me donner les moyens pour faire plus, quoi. Mais du coup, toi, bon, quand je prends 70 ans, c'est pour essayer de voir le plus loin possible où est-ce que tu te projettes, quoi. Tu sais, quelles activités t'aimerais faire, voilà.
franchement, tout n'est pas matériel. Moi, c'est vraiment l'épanouissement d'être entouré de mes proches, de ma famille, des gens que j'aime, de voir grandir les enfants, tout ça et tout, etc. Hyper important, tu vois. Ça, c'est des choses dans lesquelles je me projette, qui ne sont pas forcément matérielles, mais d'être beaucoup plus apaisé parce que moi, j'ai du mal à me projeter, la vérité. Même s'il y a 10 ans, tu m'avais demandé ce que j'allais faire aujourd'hui, t'aurais pas su. J'aurais pas su. C'est un truc que j'ai tellement la tête dans le guidon quand on me dit ouais, c'est quoi dont tu es le plus fier de ce que tu as fait et tout. Je le vois même pas comme une finalité parce que je suis encore dedans. J'ai les mains dans le cambouis, tu vois. Je peux pas prendre le recul. Peut-être que à un moment où tout s'arrêtera, là, je dirais ok, ce que j'ai accompli, c'est pas mal. J'ai fait ça, j'ai fait ça. En réalité, même quand je célèbre une victoire, je passe rapidement à autre chose parce que je suis dans le feu de l'activité, de mes actions, etc. Du coup, j'ai pas le temps vraiment de digérer ce que je suis en train de produire et ce que je suis en train de faire. Donc ça aussi, c'est un peu frustrant quand même. Non, c'est sûr. C'est sûr que le fait d'être tout le temps en mouvement, voilà, de célébrer, c'est plus difficile quand t'es trop dans l'action. Exactement. Ça, je vois très bien. Mais en fait, moi, cette question, elle me permet aussi de déterminer comment est-ce que toi, tu orientes ta vie et comment tu orientes tes activités pour aller quelque part. Parce que, je sais pas si tu as déjà entendu cette phrase qui dit il n'y a pas de vent favorable pour celui qui sait pas où il va. Ouais. C'est-à-dire que quand tu sais pas, si t'as pas de direction, tu vois, il y a un vent qui vient, tu dis ah tiens, je vais aller là-bas, après je vais là-bas, après je vais là-bas. Non. Ben, là, moi j'ai une ligne qui est assez définie, on va dire entre guillemets, de niveau professionnel. Je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller. Et je sais me donner les moyens pour y arriver. D'accord. Et du coup, bien sûr, j'ai une vision. Bien sûr, je sais à peu près où je veux porter un peu les projets. Moi, je dis toujours que à chaque 10 ans, je change de projet. Ok. Et en fait, il y a 10 ans, j'avais une entreprise dans les télécoms et dans l'informatique. Après, j'ai créé une association plus locale qui a Agir fait son temps à Agir pour réussir. Et là, après, je me suis lancé dans les déterminés pour essayer de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs partout en France, et notamment dans les quartiers. Et en fait, je sais qu'après ça, il y aura une autre aventure. D'accord. Je sais pas ce que ça va être, parce que je suis aussi en réflexion de ce que j'ai envie de faire plus tard. Est-ce que cette aventure, elle sera entrepreneuriale ou ça sera un autre engagement? Je sais pas. T'as envie de dire que tu serais prêt à devenir salarié. Ça m'a surpris. Ouais, en fait. Ça t'intéresserait en tout cas. Quand je disais ça, c'est dans le sens où j'ai jamais vraiment été salarié. Et je vois en fait mes équipes avec qui je travaille au quotidien, ils sont dans une routine de travail qui leur plaît, qui leur va, et je pense que c'est très bien. Où moi, j'ai une pression maximale dans ce que je porte. J'ai des enjeux, je prends bien, je me plains pas et tout, etc. Et si on en arrivait là, c'est que je l'ai voulu en quelque sorte. Ouais. Donc, j'assume. Mais en même temps, j'ai pas de temps off. En gros, même quand parfois je peux être le week-end ou à l'étranger en vacances, etc., je vais forcément penser dans la journée à quelque chose qui va me ramener au boulot. Je vais pas décrocher totalement. Ouais, avec le fait d'être connecté sur mon mail, sur mon téléphone, etc., je reçois un peu des informations sur ce que je fais au quotidien. Donc, c'est pour ça, quand je dis je veux devenir salarié, c'est d'avoir... Et quand je dis salarié, c'est vraiment... au premier niveau de qualification, c'est genre aucune responsabilité. Je me lève le matin, que je sois là ou pas là, l'entreprise, elle tourne toujours. Et ça, c'est pas moi qui dépend. Et en fait, ça, c'est un kiff de connaître ça au moins une fois dans sa vie. Mais... Est-ce que je vais aimer, je vais pas aimer, je sais pas, mais au moins de le connaître. Mais quand on voit ton parcours à toi, qui a toujours été, moi, ce que j'en sens, c'est que tu as toujours été un leader, en vrai. Tu as toujours monté des projets, tu as toujours été actif, amené les gens avec toi. Je te vois mal t'asseoir et te dire non, vas-y, lui il donne les ordres et moi je vais juste exécuter mon petit taf, c'est pas péjoratif, tu vois, mais faire des petites choses et ne pas chercher à être toujours dans le leadership. Je sais pas parce que je l'ai jamais vraiment tenté. Jamais vraiment tenté. Peut-être que le jour où je le ferai, j'ai fait des missions, j'ai déjà vraiment été travailler quand j'étais plus jeune à l'intérim, j'ai fait des stages, j'ai fait des petites missions comme ça, mais ça n'a pas duré longtemps pour que je prenne vraiment le goût de ce que c'était. C'était des trucs ponctuels. C'était sur un mois, sur des semaines, sur des trucs. Donc j'ai fait des aventures un peu salariales, mais ça n'a pas vraiment été sur un temps long. Et là, l'idée c'est de me donner 1 an et demi, 2 ans, avant de rebondir sur un nouveau projet. Et je sais que je resterai pas dans ça, mais c'est bien
moi, j'aime bien l'expérience. J'aime bien mettre les mains dans le cambouis, même quand il y a des métiers. Aujourd'hui, on forme des jeunes à des métiers. J'aime bien faire de l'immersion. J'aime bien aller tester un peu le truc pour dire est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est pas facile. Est-ce que c'est facile. Comme ça, quand je parle même avec les jeunes, je sais de quoi ils me parlent. Et je sais c'est quoi la difficulté ou pas. Et je leur dis, des fois, je leur donne raison. Ouais, t'as raison là-dessus. C'est vrai que c'est compliqué, mais vas-y, fais ça un temps. Et après, tu essaies d'évoluer, de monter en puissance et tu vas faire autre chose. Et en même temps, tu te formes. Comme ça, tu essaies d'évoluer plus rapidement. Donc, c'est ça aussi un peu l'enjeu et tout. Après, moi, ce qui me concerne, c'est que c'est vrai que j'ai toujours été... je suis quelqu'un, en fait, je fais des projets où je suis un peu dans l'action parce que je pallie à un manquement. C'est-à-dire, moi, j'ai pas fait de grandes études. J'avais rien de me prédestiner à arriver là. J'avais une autre vie avant qui avait rien à voir avec cette vie. Et c'est vrai que là où le chemin que je prenais, c'était pas forcément le bon. Et en même temps, j'ai découvert l'engagement associatif. J'ai découvert aussi l'entrepreneuriat en même temps. Et ça m'a ouvert d'autres portes dans lesquelles j'imaginais pas du tout. Et je voyais des gens très structurés, qui avaient des codes, qui savaient bien s'exprimer, qui avaient un peu, voilà, qui savaient gérer un peu le truc. Et moi, j'ai appris à ma manière. Et la meilleure manière d'apprendre, pour moi, ça a été de me mettre dans l'action. Et donc, du coup, j'ai toujours porté des projets en étant dans l'action parce que ça palliait à un certain manquement et en même temps, c'était aussi mon état d'esprit pour avancer. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis amené à prendre du recul et me dire, en réalité, ce que j'ai fait, c'est énorme. Que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent aussi faire ce que j'ai fait en un temps assez limité, tu vois. C'est ça, très cool. Et sans être passé par la case études, etc. Donc, en quelque sorte, je dis toujours, il y a l'intelligence. Il y a des gens que j'ai croisés dans ma vie qui étaient extrêmement brillants, avec qui même parfois j'ai travaillé, qui étaient des gens extrêmement intelligents. C'était les meilleurs dans leur domaine, des machines de guerre. Mais à côté de ça, il n'y avait pas d'intelligence sociale. Du coup, ils étaient bons dans leur domaine, mais ils ne savaient pas interagir avec les autres. Il n'y avait pas le côté humain. Et en fait, ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient, mais pas bons avec les autres. Et du coup, c'est compliqué, même quand tu es seul, d'arriver tout là-haut, parce que tu as toujours besoin, à un moment donné, de t'appuyer sur des compétences, sur des gens qui vont être embarqués. Et moi, je pense que ma qualité, ça a été cette capacité à embarquer les gens autour de moi dans un projet collectif. Et c'est aussi cette intelligence humaine et qui m'a beaucoup aidé dans ma vie parce que ça m'a permis de faire des rencontres de toute forme et de toute nature et aussi d'ouvrir des opportunités à plein d'autres. Donc, c'est là où un peu, je vois un peu cette différence, Tanguy, entre les mecs qui sont brillants, intelligents, qui ont tout appris et tout partout, à l'école, etc. Et les gens qui sont pas forcément structurés, on va dire, de manière académique, mais qui sont d'une intelligence humaine, sociale, incroyable. Ouais, ça effectivement, et je m'en rends tous les jours compte, j'en parlais encore hier avec Kevin, c'est pas tout le monde qui a cette compétence-là, effectivement. Et je me demande, est-ce que tout à l'heure quand je t'écoutais, le fait de vouloir être salarié pour apprendre une compétence, est-ce que c'est pas aussi le fait que en fait, toi, aujourd'hui, tu as la tête des déterminés. Donc, tu as la tête d'une organisation. Ceux qui savent pas, c'est une association. Et tu as dit qu'il y a une boîte aussi à côté. Et cette organisation-là, finalement, elle accompagne les entrepreneurs. Mais toi-même, t'as pas de métier. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Des fois, tu es là, tu te dis, mais moi, je me dis en tant qu'entrepreneur, j'ai pas toujours un métier précis. Et du coup, je me dis, si demain c'est terminé, tu fais tout, mais en fait, tu fais rien aussi, des fois. En fait, tu fais beaucoup. Et moi, en réalité, je le prendrais pas comme toi. En tout cas, si demain ça terminé, j'avais pris tellement de compétences. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses avoir appris? Professionnellement. Ouais, j'imagine. Je te jure, ça m'a transformé. Incroyable. Des trucs que j'ai fait, que j'aurais jamais imaginé faire. Comme quoi? Grâce à ça, déjà, de gérer une équipe, j'avais déjà une première entreprise. Avec une dizaine de salariés. J'avais une dizaine de salariés que j'ai foiré parce que j'arrivais pas à manager les équipes. Je comprenais pas. Déjà, j'étais jeune. J'ai réussi à monter une boîte qui générait du chiffre d'affaires dès le premier mois. C'est-à-dire, c'est énorme. Deuxièmement, j'ai commencé à recruter à l'âge de 23 ans une dizaine de jeunes de mon âge, voire plus âgés. J'arrivais pas à les manager. Aujourd'hui, les capacités, l'expérience que j'ai appris, tu mets n'importe quelle équipe, compétents, diplômés, bac plus 5, bac plus 10 ou quoi que ce soit, je saurais les manager. Et je saurais les mettre là où ils font. Et là où ils sont bons. Moi, j'ai compris une chose dans le management, c'est quand tu confies des responsabilités, tu confies aussi l'autorité. Et l'autorité, c'est-à-dire tu laisses tes responsables, tes directeurs diriger et être garant de leur équipe.
En même temps, tu transmets une vision. Et derrière, en plus, la connaissance des relations publiques. Développer en mode projet un projet rapidement avec peu de moyens, bootstrapper une entreprise sans forcément lever de fonds et investir seul sur la croissance qu'on génère avec le chiffre d'affaires. Tu vois, j'ai appris tellement de choses que finalement, même si demain le projet est terminé, s'arrêterait, je pourrais rebondir dans n'importe quel domaine. N'importe quel domaine, même un secteur d'activité dans lequel j'ai pas de compétences, j'aurai une vision de faire en sorte que le projet il soit pertinent. Alors, il marchera ou marchera pas. Mais en tout cas, je lui donnerai tous les atouts pour qu'il fasse en sorte que ça fonctionne. J'ai les ingrédients. Ça y est. Maintenant, voilà, quand tu as pris la recette, tu as les ingrédients. Il faut juste que, voilà, tu as la main pour que ton plat ou ton gâteau ou ton dessert soit bien fait. Tu vois, c'est une question de main. Toi et moi, on peut faire la même recette, mais ça n'aura pas le même goût. Exactement. Et en fait, c'est ça en fait que j'ai appris. Et ça, à quel moment tu l'as réalisé? À quel moment tu t'es dit, ouais, là, quand même. Moi, j'ai été parfois sollicité dans des trucs. Je me dis, mais je suis pas légitime. Mais je me posais la question. C'est quoi ma place? Genre, j'ai eu ce doute-là qui me dit, comment je vais réussir à le faire? Et finalement, en rentrant dedans, je me rends compte que les gens qui sont à côté de moi, ils sont pas plus chauds que moi dans la réflexion, dans l'exécution, dans l'action, dans cette capacité à réfléchir plus simplement pour essayer d'élaborer un projet qui allait impacter la vie de millions de personnes parfois. Tu te dis, ouais, toi, tu y arrives. Et t'es censé, en fait, t'as le recul d'être censé dans tes propositions, etc. Et en même temps, faut être à l'écoute, faut faire preuve de consensus, faut pas imposer une idée. Donc, t'as vu, tout ça, c'est des choses. Moi, plus jeune, j'aurais peut-être imposé, j'aurais dit, ça, c'est ça qu'il faut. Mais t'essayes d'embarquer tout le monde vers ton idée, et là, l'orientation que tu veux donner. Donc, tu fais preuve de consensus envers les autres, en les écoutant. C'est du leadership. C'est un peu du leadership. Beaucoup, moi, je trouve. Et moi, j'avais du mal à me définir comme leader. Moi, je me définis. De toute façon, tu me verras jamais me définir comme un leader. Oui. C'est les gens qui disent de moi que je suis un leader, mais moi, je me définis pas comme un leader. Moi, je suis un mec passionné par ce que je fais. J'ai des lacunes, je commets des erreurs, j'apprends toujours. J'essaie tout le temps de me remettre en question. J'écoute aussi. Quand on me dit t'as merdé, j'ai merdé, ok. Je prends sur moi, j'écoute et j'essaie d'éviter de faire ça. Et j'avance, j'essaie de m'améliorer. Mais après, ça m'enrichit, mais je perds pas trop de temps là-dessus. Parce que je comprends vite. Une fois que j'ai compris, si je fais 2 fois la même erreur, c'est que j'ai pas compris ou j'ai pas voulu comprendre. C'est logique. Volontairement, j'ai pas voulu comprendre. Okay. Mais en même temps, voilà, j'essaie vraiment beaucoup d'humilité parce que, comme tu as dit, ce que tu as dit, c'est réel. Tu as vu tout ce qu'on construit du jour au lendemain, ça peut disparaître. C'est ça. Et c'est la vie de l'entrepreneuriat, c'est un risque que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est que nous, on prend des risques en tant qu'entrepreneur. De sortir du bois, d'aller sur des créneaux là où on ne nous attend pas parfois. Et le risque de sortir du bois et d'aller dans des créneaux où on ne t'entend pas, c'est aussi de prendre un risque d'échouer. Mais tout peut descendre. Et tout peut descendre. Donc, beaucoup d'humilité. Énormément d'humilité. Humilité, certes, mais le leadership, c'est objectif, en fait, pour moi, tu vois. C'est-à-dire objectif, pas dans le sens où tu as un objectif, mais dans le sens où personne peut douter, en fait, de cette qualité-là. Parce que j'en parlais avec un gars qui me disait, en fait, on détermine que tu es un leader quand tu arrives à amener les gens, même quand tu n'as pas d'argent, tu vois. Et dans l'associatif, t'as pas d'argent. En tout cas, au départ, vous avez commencé, je pense que vous n'avez pas d'argent, tu vois. Donc, pourtant, t'avais des gens qui étaient derrière toi. Et quand je t'écoute, je te dis, j'ai dû écouter au moins 5 ou 6 des podcasts aujourd'hui. On sent le feu quand tu parles, tu vois. Et c'est ce feu-là que les gens, tu vois, ils sentent et ils disent, putain, le projet, il est lourd, moi, j'ai envie d'y aller. Même s'il n'y a pas d'argent, tu vois, les Mazars, tous les grands cabinets qui vous accompagnent, ils vont pas gagner d'argent. Mais ils voient la cause, ils voient le feu, ils se disent, j'ai envie d'en être. Il faut les embarquer. Voilà, mais il faut embarquer les gens. Embarquer, c'est l'idée. C'est ça, en fait, que je veux dire. C'est en ça que je dis que t'es le leader. Ouais, c'est ça. Que t'as ce côté. Et ce que tu dis, c'est très, très vrai. Je me reconnais dans ce que tu dis. C'est ça. C'est que quand t'as pas de moyens, quand t'es pas, voilà, moi, je juge pas que je suis un gars hyper, et tu vois, intelligent dans le sens du terme où, tu vois, il y en a, ont envie de les suivre par leur éloquence, pas par leur action. Parce que c'est des gens qui te font rêver quand ils parlent. Ils savent te toucher au cœur avec des mots précis. Tu vois, et ces gens-là, et moi, j'ai pas tout ça. C'est-à-dire, en réalité, c'est ma conviction et ma capacité de dire, on va y arriver. Ça va être dur, mais on y va. On n'a rien à perdre. Vas-y, on s'accroche, allez, let's go.
Et si ça marche pas, c'est pas grave. On rebondira sur un autre truc. C'est ça. Et en fait, j'ai capté que déjà plus jeune, avant même déjà ça de me lancer dans notre business ou dans l'associatif ou quoi que ce soit, j'avais aussi cette capacité à fédérer même mes potes. À l'époque, voilà, quand on était plus jeune. Deux fois, c'était pas pour les bonnes raisons, tu vois. Mais voilà, j'avais cette capacité de cette dire, capacité existait gars, déjà, quoi. On y va. Alors, quand tu le transformes dans le bien, c'est encore mieux. Bah oui. En 10 ans, on a parlé à plus de 1000 entrepreneurs. Et bien souvent, quand vous parlez avec les entrepreneurs, ils pensent tous que leur problème vient du manque de financement. Mais quand on les écoute, quand on écoute leurs problématiques, on comprend très bien que la vérité, la difficulté est ailleurs. Les entrepreneurs se plaignent du manque de cash. Premier trimestre en haut, deuxième trimestre en bas, troisième trimestre en haut. Et ça, c'est un problème de gestion de la trésorerie. Ils se plaignent aussi des relations avec les salariés. Ils ont du mal à transmettre leur savoir à tous leurs employés ou ils ont du mal à retenir les talents ou à choisir le bon talent pour la bonne tâche. Autre problématique qu'ils rencontrent, c'est cette difficulté qui consiste à savoir quelle décision prendre pour le bien-être de la boîte. Est-ce que j'ouvre cette boutique maintenant? Est-ce que je vais à l'international tout de suite? Quelle est la stratégie pour la pérennité de mon entreprise? Enfin, l'entrepreneur se plaint souvent de la solitude. Quand on est entrepreneur, on ne sait pas à qui on peut parler pour se confier sur les problématiques que l'on rencontre dans sa boîte. Pour tous ces problèmes, nous avons une solution, qui sont les Kali Business Club. Qu'est-ce que c'est? C'est des clubs privés dans lesquels on va apporter à l'entrepreneur la formation et les mentors pour lui permettre d'exploser le plafond de verre et de devenir véritablement un entrepreneur accompli et de dépasser ses limites. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cadre-là? On va faire des formations en matière de leadership, des formations en matière de gestion d'entreprise, en matière également de marketing et communication et de stratégie d'entreprise. À côté de ça, on organisera des dîners avec des entrepreneurs qui ont déjà réussi ce pourquoi, en tant qu'entrepreneur, vous vous battez tous les jours et qui sont à disposition pour vous mentorer. Qui peut intégrer le club? Il ne s'agit pas d'un club pour les créateurs d'entreprises. C'est un club pour les dirigeants, pour les entrepreneurs qui font déjà plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais attention, il ne reste que 15 places et on démarre en octobre. Comment faire pour s'inscrire? Si vous voulez plus d'informations, allez dans la description du podcast et vous aurez tout pour savoir comment vous pouvez rejoindre ce club qui vous permettra, je le sais, grâce aux formateurs qu'on a sélectionnés, grâce aux mentors qui seront à votre disposition pour vous accompagner, eh bien, vous aurez toutes les clés pour pouvoir exploser le plafond de verre et déployer votre entreprise. Mais donc, tu vois bien que toi, ton talent, c'est le leadership. Plus qu'autre chose, en vérité. Peut-être, je pourrais dire ça. Je pense que les gens te le disent. Mais est-ce que, je me pose la question, est-ce que demain, si je ferais un projet, je sais pas, un peu chiant, qui n'a pas d'impact truc, est-ce que je pourrais embarquer les gens? Mais est-ce que toi, tant que tu y crois. Ouais, peut-être que si j'y crois, ouais. C'est parce que c'est ça, au final. C'est le fait que toi, tu y crois plus que tout le monde, tu dis il faut. Tout le monde se dit, faut y aller. Faut qu'on y soit. Mais si c'est un projet qui toi-même te fait pas kiffer, toi-même, tu vas pas tu vas pas mettre l'énergie pour, je pense, tu vois. Mais bon. En tout cas, je te dis, j'ai écouté beaucoup entre hier et aujourd'hui, j'ai écouté beaucoup de podcasts et je sens que c'est ce qui ressort plus que tout. C'est cette capacité-là à faire vibrer les gens, à avoir un feu et limite à avoir une détermination. Et je me dis, après, je me dis, mais ça vient d'où ça? Tu vois? Cette volonté-là, cette soif de justice sociale, si on devait le dire. Ouais, de plus, parce que moi, je vois les compétences autour de moi. Je vois des gens extrêmement brillants, qui ont des compétences, qui ont du talent, des gens incroyables, de fous. Mais ils sont pas à leur juste place. Okay. Pourquoi? Parce que le système, il est trop cloisonné. C'est un peu un entre-soi. On est dans un pays où parfois il y a un entre-soi économique, politique, social, culturel. D'accord. Où les gens, ils aiment bien se retrouver entre eux. Et du coup, toi, quand t'es pas dans ces radars-là, t'as aucune possibilité d'exprimer ton talent. Et du coup, ça laisse des gens avec des talents brillants au bord de la route. Et moi, ça, c'est une injustice qui m'empêche, tu vois ce que je veux dire, d'avancer sereinement tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là. Okay. C'est pour ça que moi, mon rôle à moi, au-delà d'être fondateur d'un projet comme Les Déterminés, c'est d'être un passeur entre deux ponts. Tu vois, le monde économique
business et tous ces talents que je vois au quotidien, jeunes, pas jeunes, qui ont un truc, à qui, si tu les mettais dans les bonnes conditions, ils pourraient exploser tous les compteurs. Et on n'exploite pas. C'est comme si tu as un diamant brut qui n'est pas taillé, qui est posé là avec plein de terre à côté et tout, qu'il faut prendre, qu'il faut nettoyer, qu'il faut poncer, qu'il faut tailler pour que on voit le potentiel de ce que c'est. Et ça, il y en a partout, ça. Et je t'ai entendu dire que quand tu étais petit, tu voulais être maçon. Ouais. Et que finalement, parce que tu voulais construire ta propre maison. Ouais, et que finalement, aujourd'hui, tu te sens un peu comme un maçon parce que tu crées des ponts entre les jeunes des quartiers et le monde corporate, on dirait. C'est ça. C'était ça, mon but. Mon but, je suis un connecteur. Je suis quelqu'un qui peut connecter deux mondes qui ne seront jamais parlés. Qui peuvent même pas... Des milieux qui seront jamais croisés. Et moi, aujourd'hui, je sais pas, j'arrive à faire cette passerelle. On m'appelle, on me met dans des trucs, j'arrive, je suis invité, tac, 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 je rencontre des gens différents. Et tu vois, c'est devenu normal. Et derrière, ça fait profiter. Après, à nous de saisir les bonnes opportunités ou pas. C'est ça. Et c'est là où, pourquoi le programme, à la base, le programme déterminé, ça devait même pas être un programme. Ça avait juste des mises en relation. À l'époque, je rencontre l'ancien boss du MEDEF, Pierre Gattaz. Pierre Gattaz. Et je lui dis, écoute, t'as vu, on se rencontre et tout. Je lui dis, moi, ce que j'ai envie, c'est développer l'entrepreneuriat et tout. Sauf que on n'a pas les connexions que vous avez avec les gens du 440 qui peuvent aussi nous filer des marchés dans leur business. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui entreprennent dans plein de choses. Mais par contre, si on peut faire un truc, toi et moi, c'est ça. Okay. C'est de mettre en relation avec l'ensemble des patrons du 440 qui peuvent être intéressés à des profils. Et à la base, c'était ça. Il est venu chez moi dans ma ville, à Cergy. Il nous a connectés. Il est venu avec une dizaine de chefs d'entreprise locales et nationales. Okay. Et moi, j'ai ramené 200 entrepreneurs. Okay. C'était au tout début, c'était en 2014. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des belles connexions. Ils étaient volontaires. Mais finalement, il y a très peu de transformation. Et quand je me suis dit, mais comment on arrive, avec une dizaine de chefs d'entreprise, décideurs de premier plan, on n'arrive pas à transformer, je me suis dit qu'il y a un problème quelque part. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que les entrepreneurs n'étaient pas assez préparés pour répondre et pour convaincre ces chefs d'entreprise. Et c'est là où je me suis dit, il y a un vrai travail à faire d'accompagnement, de structuration, de monter en puissance des projets, pour faire en sorte que ces entrepreneurs qui ont parfois la bonne idée, qui ont le beau potentiel, mais on leur donne la structuration autant mieux que ce qu'ils font dans les écoles de commerce. Et c'est là qu'on a commencé à lancer le programme. D'accord. Et c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Pourquoi j'ai lancé les déterminés? Parce que je me suis dit, les relations sont là. Maintenant, on peut plus envoyer des gens comme ça à l'arrache. Il faut que les gens, ils soient préparés, méga préparés. Que quand ils arrivent là-bas, ils décrochent le contrat ou l'opportunité de business qui va changer leur vie. Quand tu dis méga préparé, en quoi tu trouves que vous préparez mieux que les écoles de commerce? C'est big ce que tu dis quand même. Non, mais j'ai dit avec l'équivalent, c'est-à-dire, en réalité, nous, déjà, on peut pas se comparer vraiment aux écoles de grandes écoles de commerce. Pourquoi? Parce que les publics, ils sont différents. Et moi, j'ai fait un parti pris de mélanger deux types de publics dans mes programmes. Un public qui est diplômé, qui a un projet assez structuré, ambitieux, innovant, etc., etc. Et un public qui novice, qui a jamais entrepris, qui est pas forcément diplômé, mais qui a une bête d'idées ou qui a un projet qui parfois va pas être une licorne ou une start-up qui va lever des millions d'euros, mais qui va être une belle entreprise locale ou nationale, mais qui va faire son chiffre d'affaires, qui va recruter, qui va vivre sa vie pendant longtemps. Et en fait, dans le même programme, je peux réunir deux profils comme ça avec des ambitions différentes. Et après, à la sortie, tu peux, tu vois, cloisonner en disant, oui, toi, tu es plutôt un profil tech, ou toi, tu as un projet de hardware où tu as besoin de beaucoup d'investissement dans ta production pour lancer ton premier proto. Donc, c'est deux choses différentes. Et toi, tu as un commerce de proximité, mais tu veux le développer, l'étendre et être le meilleur commerce de proximité de ta rue en visant un peu plus d'excellence, de circuits courts, etc., local. Bah, en fait, moi, je vais avoir ces deux profils d'entrepreneurs chez moi. Et même, en même temps, ce que j'aime bien, c'est que ça nourrit. C'est pas un groupe hétérogène, c'est un groupe homogène. C'est pas un groupe homogène, c'est un groupe hétérogène où les gens se mélangent, arrivent avec des profils différents, des histoires, des parcours et tout, etc. Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est qu'il y a une richesse de fou malade qui se passe dans les promos qui se ressemblent pas. Parce que il y a la vision, l'approche, elle est différente. Par exemple, toi, tu arrives avec un gros projet, tu me parles. Moi, je suis un jeune entrepreneur ou un mec lambda.
je comprends pas ce que tu me dis. Déjà, il y a un problème. Déjà, tu vas réfléchir à si lui, il comprend pas ce que je dis, or que ça peut être potentiellement ma cible. Donc, il faut que je change mes éléments de langage. Et l'autre, qui a peut-être une petite ambition, qui voit l'autre qui a une grosse ambition et qui lui dit, OK, t'as vu ça, ta réflexion. Et ça apporte. Ça apporte un échange, ça s'entraide, il y a un esprit de cohésion et tout, etc. Tu le vois quand tu viens dans les jurys parce que je rappelle, Tanguy participe à nos jurys de sélection, mais en même temps, c'est le tout début de leur aventure entrepreneuriale. Moi, je leur dis souvent, quand vous venez chez Les Déterminés, c'est une première étape dans votre vie entrepreneuriale. C'est pas la fin en soi. C'est pas ça qui vous allez faire, qui vous allez réussir ou pas réussir. C'est un accélérateur qui vous permet de rencontrer des gens, d'être accompagné, de former, de bien comprendre et de rester concentré sur ce que vous allez voir, revoir, retenir, parce que ça vous servira plus tard, même dans votre vie d'entrepreneur. Mais par contre, voilà, c'est une étape structurante qui permet soit à certains de se lancer directement et d'aller générer du chiffre, soit à d'autres de vraiment aller rentrer dans le fond du sujet pour développer leur business. Et même si moi, je leur dis dès le début, quand j'arrive, ils sont 20 en promo, je leur dis, vous n'allez pas tous réussir. Il y aura des échecs. Il y en a qui vont pas aller au bout de son truc. Il y en a qui vont avoir un bon projet, mais qui vont pas réussir à aller plus loin parce que les conditions peut-être extérieures vont vous perturber. C'est-à-dire, il y en a, il y a des femmes qui peuvent tomber enceintes pendant leur projet. Du coup, à un moment donné, ça met un coup d'arrêt là où elles étaient dans une croissance. Il y en a, ils peuvent avoir des problèmes, des divorces ou des séparations ou parfois un décès ou dans leur famille ou une nouvelle aventure parce qu'ils sont amenés à bouger en dehors de la France. Bah, en fait, c'est la vie. C'est la vie de l'entrepreneur. C'est pour ça que la réussite, personne ne peut maîtriser ça. C'est plusieurs facteurs, même quand bien même dans un secteur qui porte avec un marché qui est en croissance de fou, bah finalement, l'environnement, ça se trouve, ne va pas te permettre d'aller au bout de ton projet. Mais l'état d'esprit, c'est ça qu'on doit apporter, c'est ça qu'on doit donner aux entrepreneurs. Mais vous sélectionnez des personnes qui sont déterminées. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, que le processus, vous essayez d'identifier les plus déterminés. Tu peux toujours te tromper parce que c'est la réflexion. Ça, c'est la base, quoi, tu vois. Mais qu'est-ce que vous leur apportez comme compétences vraiment à eux pendant la formation? C'est clair, nous, le programme, il dure 6 mois. Il y a une partie sur un peu la valorisation du projet, comment ils se positionnent eux en tant qu'hommes ou femmes, et l'adéquation entre ce qu'ils portent avec leur projet. Est-ce qu'il y a une adéquation entre eux? C'est quoi la cohérence de ce qu'ils vont porter en fonction de leurs valeurs à eux? C'est hyper important. Et après, on rentre plus dans l'aspect technique. Pour moi, l'étude de marché, c'est la base. Un entrepreneur qui connaît pas son marché, il connaît pas son business. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, quand tu leur poses la question sur le marché du business dans lequel ils veulent se lancer, ils savent même pas si c'est un marché en décroissant. Donc, même si tu rentres dans un marché et tu gagnes des parts de marché, il va diminuer dans le temps parce que c'est un marché qui a craint de disparaître. Est-ce que c'est un marché qui stagne? C'est-à-dire que si tu veux rentrer dedans, si c'est un marché qui grossit pas, mais qui rétrécit pas, en même temps, ça veut dire qu'il y aura de la concurrence à mort. Et là, ça va être du front. Et là, tu devras battre pour aller chercher et d'arracher des parts de marché à tes concurrents. Donc, c'est pas le plus agréable en même temps quand tu te lances. Et est-ce que c'est un marché en croissance? Déjà, la connaissance du marché, c'est la base. Ça, on leur donne on travaille avec eux sur l'étude, sur la structuration du business et du produit. Dans quel secteur? Le premier mois, c'est vraiment le produit, vraiment eux, où ils veulent aller. Deuxième, c'est le marché. Identifier, connaître. Est-ce que combien il pèse ce marché en millions, en milliards? Est-ce que c'est un marché international? Est-ce que c'est un marché national? Comment se positionner dans ce marché? Quelle est la concurrence? Tout ça, c'est un gros travail qu'on apporte. C'est un aspect qui, pour moi, j'insiste avec mes équipes pédagogiques sur ce critère-là. Une fois qu'on a fait ça, on rentre dans tout ce qui est financier. L'éducation financière, de connaître, de comprendre comment on fixe les coûts, c'est quoi les marges, etc. pour bien comprendre, parce qu'il y en a forcément parfois, ils sont là, ils vendent des produits, soit ils les vendent trop cher, soit ils les vendent trop peu cher par rapport à ce qu'ils font. Et du coup, tu as à côté un peu de la plaque et tu n'arrives pas forcément à aller vraiment attirer du client, etc. Et donc, ça va en lien et ça s'enchaîne avec la partie commerciale. On leur apprend à aller décrocher leur téléphone, d'aller sur le terrain, d'aller chercher leurs premiers clients, de voir comment ils peuvent vendre, quoi. Concrètement, vendre. Pour vendre, faut être rentable. Faut essayer d'aller chercher la rentabilité pour voir, même à petite échelle, voir comment potentiellement tu sens qu'il y a une appétence un peu sur ton marché, que ça pourrait intéresser si tu avais les moyens et tout, etc., d'aller plus loin. Après, il y a l'aspect de tout ce qui est juridique, statut juridique, quel avocat, quel statut choisir, et j'en passe, je te fais ça vraiment en cours.
en cours, mais vraiment l'aspect, business plan, tout ça et tout, etc. Tout ça, c'est vu. Et après, il y a l'aspect marketing, communication, la stratégie marque, la communication, comment faire connaître son projet, comment marketer son produit, comment marketer son service, ou etc. Et ça, c'est un vrai travail qu'on fait avec des experts et tout. La présence sur les réseaux, sur Internet, sur le référencement, etc. Et j'en passe. Après, tu as la soutenance finale et ça dure à peu près 6 mois. Et même 6 mois, c'est pas assez, j'ai envie de te dire. Ça, c'est du travail qu'il faut continuer. Mais nous, on leur donne les grosses briques. Et après, comme on dit, moi je leur dis souvent, vous venez chez les déterminés, on est là à vos côtés, on vous soutiendra, mais on ne fera pas à votre place. Et si vous réussissez, ça sera grâce à tous celles et ceux qui ont contribué à cette réussite. Et si vous échouez, c'est votre responsabilité. Et ça, il faut assumer ces responsabilités. Il faut mettre les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs de notre génération, face à leurs responsabilités. Parce qu'à chaque fois qu'un entrepreneur échoue, il y en a qui assument, mais il y en a qui n'assument pas du tout. Et moi, je trouve pas ça courageux. À un moment donné, tu as échoué, c'est ta faute. C'est toi qui avais... le guidon entre les mains, le volant entre les mains. C'est toi qui avais les clés du véhicule entre les mains. Qu'est-ce que tu en as fait si tu as décidé d'aller à droite ou à gauche sans prendre les conseils et les avis des uns et des autres? À un moment donné, c'est ta responsabilité. Tu peux pas te défausser quand tu es entrepreneur. C'est ça qui est magnifique. Tu peux mentir aux gens, mais tu peux pas te mentir à toi-même. Non. Et ça, c'est important de le rappeler. Il y en a beaucoup parfois qui se mentent à eux-mêmes. Moi, je rencontre parfois des entrepreneurs quand je fais qui me racontent toujours des histoires farfelues parfois, ou certains et tout qui me disent ouais, j'ai échoué parce que ça, on m'a mis des bâtons, on m'a volé mon projet, ou il y a de la concurrence, ceci, cela. Écoute-moi bien. Si tu savais que tu pouvais y aller au bout, si tu avais fait le nécessaire pour aller au bout, tu l'aurais fait. C'est ta responsabilité première. Après, il peut y avoir des faits qui sont indépendants de notre volonté. Tu vois, quand tu as eu la crise du Covid, personne ne pouvait s'imaginer que ça arrive. Mais en même temps, pendant les crises, c'est là où les gens, ils ont créé les plus belles entreprises, ils se sont réinventés. Bien sûr. Ça a tué des boîtes, mais ça permet de te réinventer. Donc, du coup, en même temps, il faut toujours, parce que quand tu réussis, tu aimes bien dire que c'est toi tout seul, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Et quand t'échoues, c'est toujours la faute des autres. Mais quand t'échoues, c'est toujours la faute des autres. Non, quand tu réussis, c'est grâce à tout le monde. Et tous ceux qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné, qui t'ont donné de la force. Et quand t'échoues, c'est ta responsabilité première. C'est ce que tu dis aux formés, quoi. Tout de suite. Mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose, tu as dit, nous, on reçoit les projets tech et les projets non tech. Et je crois que tu as dit dans un podcast que les projets tech sont finançables, les projets non tech sont plus difficilement finançables, vous avez plus de difficultés à trouver des financements pour eux. Et ça, c'est ce que nous, on rencontre aussi comme difficulté chez nous. Nous, on fait surtout la communauté, et la communauté un peu dans sa diversité. Mais je me rends compte, là, limite, on va arrêter d'accompagner les projets tech parce que j'ai l'impression que... C'est trop dur. En fait, déjà, il y en a moins, beaucoup moins. On est beaucoup sur des projets, tu vois, barbeur, enfin, tu vois, du commerce physique, ça, c'est la première chose. Et ensuite, l'autre sujet, t'as l'impression que on trouve pas de financement, en fait, pour les autres. Et donc, vaut mieux aller sur des projets où les gens sont en autofinancement. Comment est-ce que vous gérez ce truc-là? Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Tanguy, je te rejoins à 1000%. Aujourd'hui, il y a une grande difficulté pour des entrepreneurs qui viennent pas des réseaux traditionnels, on va dire, de grandes écoles, de blancs parisiens, etc. et tout, d'aller trouver du cash. Pourtant, en France, aujourd'hui, en 2024, il n'y a jamais eu autant de cash qui circule. J'étais avec un ancien Premier ministre la dernière fois et tout dans sa ville, on discutait, il me disait la même chose. Il y a autant d'argent et surtout depuis l'arrivée de Macron au pouvoir et tout, qui a été pro-entrepreneuriat, pro-investissement, etc., pro-capitaux en plus avec le Brexit, il n'y a jamais eu autant de capitaux aujourd'hui en France. Tout ce qui était à Londres maintenant a été tout rabattu est venu vers ici. Et aujourd'hui, ça veut dire il y a de l'argent, il y en a, du cash, il y en a. Maintenant, cet argent-là, il faut se poser la question pourquoi elle n'arrive pas jusqu'aux entrepreneurs à potentiel. On joue pas avec les mêmes armes. On joue pas avec quelqu'un qui arrive avec un PowerPoint qui présente son projet, qui arrive à lever plusieurs millions d'euros ou des centaines de milliers d'euros. On joue pas avec les mêmes armes. Nous, comme personne ne nous connaît, on vient pas de radar traditionnel, réseau traditionnel, on n'est pas dans les radars et tout, etc. Nous, on doit prouver en bootstrapant. C'est-à-dire en allant faire de la croissance par le chiffre d'affaires qu'on génère,
on doit montrer qu'on est rentable, on doit montrer on monte patte blanche pour pouvoir arriver au fond. Ça veut pas dire que c'est impossible. Il y a des boîtes, il y a des fonds, il y a des investissements en plus, de plus en plus diversifiés, voilà, qui arrivent sur le territoire pour financer. Là, il y a pas très longtemps, il y a une opération qui est portée par la fondation de Pharrell Williams qui ont lancé un fonds. Ambition, là. Mais je suis désolé, tu veux lancer un truc de Black Ambition, tu le fais avec des structures ou des organisations qui sont, il y a même pas de Black. Ils connaissent même pas l'écosystème. Pourquoi ils sont pas venus voir, tu vois, ils sont allés voir Station F. J'ai rien contre Station F, c'est un beau truc. Mais même à Station F, je vois pas beaucoup d'entrepreneurs renois qui sont dans l'écosystème. Et je tire pas sur eux. Est-ce que c'est leur faute? C'est un peu de notre faute, mais à un moment donné, tu vois, cette intelligence de dire, OK, je vais dans des populations et là, tout le monde t'envoie l'appel à candidature pour que tu parles à tes réseaux et tout. Et j'ai envie de te dire, mais pourquoi vous n'êtes pas venu voir les acteurs qui sont dedans et qui peuvent vous flécher des gens? C'est-à-dire, même quand parfois il y a des fonds qui sont destinés à ces entrepreneurs noirs, etc. et tout, bah, c'est d'autres qui vont gérer. Et du coup, c'est là, en fait, qu'il y a un trou dans la raquette qui fait en sorte qu'à un moment donné, on est dans un bled où il est trop cloisonné pour un entrepreneur. Et c'est pour ça que je comprends que tu vas arrêter d'accompagner des entreprises qui vont lever de la tech, qui sont dans la tech, qui veulent lever des fonds, parce que c'est la réalité des choses. C'est-à-dire, pour aller faire il y a jamais autant de cash en France pour financer les projets. Mais nos projets, ils sont pas du tout financés. Ça représente même pas 1,1% des fonds qui sont investis dans les startups. Ça veut pas dire que c'est impossible. Moi, je suis très optimiste. Non, mais vous devriez il faut créer un craquer le système. Est-ce que et c'est pas nous, que vous on réfléchit à fonds? ça. Aujourd'hui, ma position fait en sorte que j'ai pas voulu rentrer dans ça. Mais aujourd'hui, les contacts, les réseaux, les gens qui viennent me voir, qui discutent et tout, etc. Peut-être qu'un jour, je serai amené à créer un fonds pour pouvoir financer ces profils et ces projets-là. Pourquoi ta position t'empêche de le faire? Non, parce que j'ai pas voulu, en fait, moi, il y a deux choses, je confonds pas. Nous, on est sur l'émergence de talents. C'est-à-dire, avant même que leur projet se développe, ils passent chez nous avant d'en faire. Et certains vont réussir à faire. Et après, c'est un autre boulot à faire, en fait. Mais, en réalité, quand tu les prends au début, finalement, tu les lâches pas. Parce que tu les accompagnes tout au long de leur aventure. Et même parfois, quand certains sont dans des levées de fonds et qui sont dans des rentabilités, tu peux les mettre en relation. T'as encore en train de les accompagner avec tes équipes. Et en même temps, je me suis dit, en fait, finalement, nous, on les prend au début. C'est dommage qu'à la fin, vous savez plus là. On soit plus là. Et en même temps, c'est le travail de continuité qu'on fait. Donc, finalement, cette réflexion d'avoir un fonds d'investissement, on peut aller lever des capitaux pour investir dans des boîtes que les autres n'auront pas investi de toute manière. Donc, du coup, je pense que c'est logique. En fait, c'est la suite logique des déterminés. C'est exactement ça. En fait, si on parle en chaîne de valeur, vous êtes au début de la création, la personne qui a une idée, et après, la personne, quand elle a son idée et que vous avez bien structuré, normalement, on a créé un club. Voilà, faut là, qu'elle ils sont dedans, en fait. Voilà. Et maintenant, il y en a, ils sont dans des problématiques de levée de fonds. Même si aujourd'hui, par rapport à la levée de fonds, je sais qu'il y a des entreprises qui ont besoin de lever de fonds pour exister, pour développer, pour investir. Quand tu as de l'investissement à faire dans la R&D et tout, tu es obligé. Un Facebook n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas de levée de fonds, tu vois. Et en même temps, je pense qu'aussi qu'il y a eu une mode aussi de la levée de fonds. C'est-à-dire, moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, on se dit les vérités entre nous, qui voulaient de lever de fonds, or qu'ils n'étaient pas prêts. Quand tu grattes un peu, tu leur demandes c'est quoi leur rentabilité, ce qu'ils vont faire, c'est quoi la vision, c'est quoi le truc, c'est quoi le chiffre, c'est ce que... Ils ont tout fait déjà pour essayer avant de lever des fonds. Ils sont tout de suite dans une logique de lever des fonds. Donc, dès le début, et quand tu commences à gratter, tu te rends compte que le truc, il n'est pas assez structuré, il n'est pas assez poussé, qu'ils n'ont pas fait tout le taf nécessaire avant de te dire, OK, je vais lever des fonds. Donc ça aussi, c'est contre-productif. Tu vois, il y a un moment pour aller lever des fonds. Il y a un moment pour le développer. Il y a un moment, c'est trop la facilité. OK, j'ai un projet qui est bien. Je pense qu'il y a une viabilité. Je vais essayer de lever des fonds. Comme ça, au moins, j'accélère. Mais ça, c'est pas la bonne solution. Parce que même si je te donnais des fonds, ça veut pas dire que tu réussirais. Et ça se trouve, ta boîte, tu la mettrais plus vite dans le mur qu'autre chose. Parce que parfois, avoir trop d'argent, on a tendance à dépenser mal. C'est une réalité. Et du coup, il faut parfois, moi, je suis un entrepreneur à l'ancienne. J'aime trop bootstrapper, créer de la croissance par moi-même, avec les peu de moyens que j'ai, mettre de la valeur, parce que le jour où tu commences à grandir tout seul, quand je vais sur une table de discussion pour aller lever des sous ou des capitaux, je suis plus dans la même position, je suis un peu plus en position de force qu'au début si j'avais levé des fonds. Parce que j'ai un peu, tu vois,
un track record qui permet de poser les choses en disant voilà ce que j'ai fait tout seul. Si tu es là, on peut faire plus. Donc la négociation, forcément, dans le deal, elle va être beaucoup plus avantageuse que si j'arrivais déjà. Donc dans tous les cas, c'est mieux d'arriver quand tu es mieux préparé que d'arriver trop tôt. Surtout pour des gens qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas les... Donc, tu sais que leur dossier sur le papier, il passera pas. Ça veut dire qu'il faut que toi-même, tu aies fait une grosse partie du taf pour qu'ensuite les gens aient envie d'investir chez toi, quoi, tu vois. C'est presque ça. Et surtout, les fonds, quand ils regardent et quand ils investissent dans des projets, déjà, ils investissent sur des duos, des couples d'associés. Ouais. Sur les fondateurs, plus que sur le projet. Et après, ils investissent sur le projet. Mais les mecs, il faut qu'ils soient prêts. C'est-à-dire, un mec, quand il a une slide, il faut qu'il a... Je parlais avec le patron fondateur de Blablacar, là, Frédéric Bazella. Et il me disait, lui, au début de sa boîte, quand il a levé des fonds, pour une slide, il avait 10 annexes en explication pour le fond. C'est-à-dire, le mec, il avait fait tellement un travail de fond que quand il présentait une slide, on lui posait une question sur la slide, il avait 10 annexes qu'il avait déjà préparées pour répondre à ces 10 questions potentielles. Donc, quand ils arrivent, tu as un investisseur, tu dis, ce gars, il est prêt, il a réponse à tout, il est structuré, t'as rassuré, bim, t'as envie de mettre ton argent. Tu vois Parce qu'il faut toujours se poser la question de dire, OK, les fonds, ils veulent pas investir, mais derrière, est-ce que toi, si c'était ton argent, t'aurais vraiment investi dans cette boîte Tu vois et là, c'est différent. Quand tu dis c'est ton argent, tu vas faire attention, tu vas checker, tu vas même être beaucoup plus exigeant que eux le sont sur parfois et tout. Donc, c'est le jeu. Il faut juste arriver à la hauteur de la présentation ou quand tu présentes ton produit et ton projet, pour que ça soit béton. Moi, j'ai toujours dit, nous, il faut toujours qu'on vise l'excellence. On peut pas être dans l'à peu près. Impossible. Parce que quand tu es dans l'à peu près, on va te couper les ailes. Quand tu es dans l'excellence, c'est difficile qu'on te coupe les ailes. Mais comment tu fais pour rendre des entrepreneurs excellents c'est la formation que vous donnez. C'est un travail, c'est du temps. Il n'y a pas de recette miracle. C'est pas en 6 mois que tu peux réussir à faire. À part, des fois, tu as des profils exceptionnels. Et là, tu peux faire un travail de fou, de fond, etc. Mais sinon, ça prend du temps. Tu vois, la maturité de l'entrepreneur, les équipes, les gens qui l'entourent, des professionnels. Tu vois, prendre des gens, des communicants extrêmement... Tu vois, tu vas voir des agences de com, les meilleures agences de com de Paris. Tu vois, tu travailles avec des cabinets de fous. Ça, c'est ce que vous avez dans l'écosystème, vous ? Moi, je travaille avec des gens de fous. C'est-à-dire, mon écosystème avec qui je travaille parfois... des banquiers, des gens de banques d'affaires, d'avocats d'affaires, très très important d'avoir tous ces gens-là, les meilleures agences de communication de Paname, des gens qui sont experts dans la partie commerciale, etc. C'est important de s'entourer de ces gens-là. Ça coûte un peu cher, mais quand ils sont à côté de toi, t'es sécurisé parce qu'ils vont te faire un vrai boulot d'expert. Tu vois, et ça, c'est de l'investissement intelligent. Et souvent, on veut pas investir dans des trucs parce qu'on se dit, tu vois, même par exemple, les avocats, tout simple, on veut avoir des avocats gratuits. Les gens, ils préfèrent investir plus dans le marketing que d'avoir payer des bons avocats, des bons juristes, etc., qui vont t'aider à bien structurer, faire ton pack d'associés quand tu as un associé ou de structurer ta boîte, que mettre de l'argent un peu à droite à gauche. On met pas l'argent là où il faut. Et du coup, quand il y a des problèmes, on se retrouve en galère, on est obligé de fermer nos boîtes. Pourquoi ? Parce qu'on s'entend plus avec notre associé, on s'entend plus avec ça. Et c'est des trucs qu'on néglige. Or, d'un côté, quand t'as pas beaucoup d'argent, tu mets l'argent là où tu vas en gagner. Tout de suite. C'est ça aussi. Tout de suite, je suis d'accord avec toi au début. Mais quand tu sais que tu gagnes un peu d'argent, investis. Ouais, voilà. Et c'est pas de dire ça, je vais prendre, je vais me payer, je vais faire ça. Non, investis dans ta boîte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si tu crois en ton projet, t'es le premier investissement. Si toi-même, t'as peur d'investir dans ta boîte, tu veux pas investir dans ta boîte, étonne-toi pas quelqu'un d'autre, il veut pas le faire. Investis tes premiers euros que tu gagnes dans ta boîte. Parce que ça permet, tu sais que l'investissement que tu vas faire, ça va te permettre de structurer. Tu vois, souvent, il y en a, malheureusement, après, c'est aussi, il y en a, ils créent un projet, ça veut dire, dans leur vie, ils sont pas financièrement solides. Et du coup, ils prennent l'argent tout de suite pour se rémunérer, vois, et pas pour investir dans la boîte. C'est-à-dire, même si tu te rémunères, je veux bien comprendre, mais prends le minimum. Investis le reste dans ta boîte. Parce que plus ta boîte va réussir, plus tu vas pouvoir mieux te rémunérer et tu vas grandir avec ta boîte. Ah, c'est intéressant, ça. C'est vrai. Intéressant. Et il y a eu un événement en 2022, quand Macron est élu.
Première chose qu'il fait, il va à Cergy. Et il vient pour parler aux jeunes et voilà, pour parler aux jeunes. Et c'est là où je vous ai vu ensemble, je me suis dit, vraiment, mais Moussa, il a percé. Et en fait, pour moi, t'es l'un des mecs à Paris qui a le réseau le plus qualitatif, quand même. Un des membres de la communauté qui a l'un des réseaux les plus qualitatifs. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui a une vingtaine d'années, là, qui veut se lancer dans le business? Et moi, je leur dis toujours, le réseau, c'est la base pour pouvoir créer le réseau et entretenir le réseau. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour avoir ce réseau-là? Très bonne question. Et moi, en fait, le réseau, j'ai toujours vu comme un frein, mais comme un accélérateur. C'est-à-dire, quand tu as trop de réseaux, parfois, tu sais pas comment l'utiliser. OK. Et du coup, ça peut te mettre un frein même dans des projets parce que tu connais du monde, mais tu capitalises rien. OK. Et en même temps, si t'as pas de réseau aussi, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver là. Ouais. Mais moi, en fait, j'ai toujours eu un truc dans ma tête, c'est-à-dire les gens importants que je juge très importants. Si je vais les rencontrer comme ça, alors que je suis tout jeune, tout petit, où je commence, ils vont pas me donner l'heure ou le respect à la juste valeur de ce que je suis. Donc, j'ai toujours été focusé dans mes actions, dans ce que je portais. Pas en espérant, mais en sachant que si mon projet ou ce que je portais devenait important, ces gens importants, j'allais avoir l'accès à ces gens importants et ça allait être accessible pour moi. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, tout simplement. J'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des gens et en plus, moi, j'ai eu une expérience aux États-Unis où j'ai découvert en ça 2011 avec John. Je vais aux US. Je suis dans une fondation tout seul. Je parle pas anglais, rien. Avec des Américains, ils me parlent anglais toute la journée et tout. Je comprends rien du tout. Mais je passe les meilleurs moments de ma life professionnelle, on va dire. Et parce que pendant 3 mois, je suis avec eux, j'apprends. Et c'était quoi? C'était un programme de jeunes leaders, c'est ça? Non, c'était une entreprise, un stage dans une entreprise, une fondation. D'accord. Tu vois, laisser comme ça à l'aventure. Je faisais des réunions le matin. Je les suivais. J'allais rencontrer des gens intéressants. Et en fait, eux, c'était une grosse fondation qui avait plus de 100 ans. Et en fait, ils levaient des capitaux pour financer des actions à l'international. Et repérer des leaders à travers le monde entier. Ça s'appelait Feldstock. Et en fait, ils formaient des leaders. Et c'est même cette fondation qui a attiré le père ou le grand-père de Barack Obama, je sais pas, le père aux US, qui l'ont repéré dans son pays d'origine et qui l'ont ramené aux US et le fils est devenu président de la République, président des États-Unis. Et du coup, en fait, moi, je suis avec eux et toute la journée, je fais du lobbying, je vais voir des chefs d'entreprise, et je rencontre des congressmen, des députés américains, je vais dans les meilleurs endroits américains de fou et le soir, on va ensemble dans des ghettos à Washington, dans des prisons, rencontrer un peu les gens. Et en fait, l'argent qu'ils levaient, ça servait de faire tourner leur fondation internationalement, mais en même temps, ils investissaient dans des programmes sociaux. Et en fait, moi, je me rends compte que je suis aux US, je rentre dans les meilleurs endroits aux États-Unis, je rencontre des gens très importants, parfois connus et tout, mais qui ont des fortunes incroyables. Et je suis en lien normal avec eux, je discute et tout, il n'y a pas de barrière. Déjà, rien que ça m'a décloisonné un truc dans ma tête. Je me suis dit, mais en France, même l'adjoint du maire de ma ville, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Mais je me dis, comment ça se fait là? Je rencontre des gens de ouf. Quand je suis revenu en France, j'ai fait des allers-retours entre 2011 et 2013, tout le temps. Et j'ai enchaîné les voyages aux États-Unis, entre la France et les États-Unis. J'ai découvert toujours dans le cadre de ce programme-là? Non, après, je suis allé en mode free, tout seul, tranquille, tout seul. J'avais déconnecté des contacts et tout, etc. et tout. Et voilà, John m'avait ouvert quelques portes et tout. C'était magnifique. Et en fait, moi, je remercie John de m'avoir encouragé à venir parce que quand il m'a parlé des États-Unis à l'époque, j'ai dit, mais laisse tomber, ça m'intéresse pas et tout, etc. Je vais faire quoi là-bas? Et finalement, quand je suis allé, moi, ça a transformé, en fait, mon état d'esprit. Ça veut dire, quand je suis arrivé en France, je me suis dit, bon, qui je ne peux pas rencontrer ici? Ouais, à partir du moment où j'ai rencontré tous les boss là-bas. Exactement, je suis allé à la Maison-Blanche, j'ai assisté à un discours de Barack Obama pendant les 50 ans de la marche de Martin Luther King, la célébration des 50 ans de la marche de Martin Luther King. Et je me suis dit, en vrai, je peux rencontrer tout le monde. Et c'est là, en fait, quand je suis revenu en France, que j'ai commencé à rencontrer, à développer les déterminés, à faire des rencontres, à rencontrer Pierre Gattaz. Après, j'ai rencontré un tel chef d'entreprise, tel. Et là, en fait, plus je rencontrais des gens, plus mon projet devenait important. Et j'arrivais à les embarquer aussi dans le projet. Et du coup, c'est comme ça. Et d'où tu m'as parlé du président de la République actuelle. Moi, sans faire de la politique, je me dis, c'est le président de la République. Il est aux manettes, il est au pouvoir. Sur des sujets
d'entrepreneuriat, d'inclusion, je suis souvent sollicité par ses équipes, par lui, pour participer à la réflexion. Et quand je l'avais rencontré, je crois que c'était après le Covid, dans le Var, je crois qu'il était au fort de Brégançon, et ils aiment bien aller faire une retraite là-bas. Et moi, en fait, un contact à moi m'appelle pour me dire, j'étais à Marseille à cette époque-là. Je commençais à ouvrir les déterminés à Marseille. Ok. Et en fait, il me dit, il y a possibilité que tu rencontres le président et tout. Est-ce que tu es dans les parages et tout? Encore les rencontres, tu vois, les rencontres qui te font rencontrer des gens. Bien sûr. Et je dis, ça tombe bien, je suis à Marseille. Hasard des choses, je suis à Marseille à ce moment-là. Le truc, il a 1 heure, donc je vais dans le Var et tout, etc. Et je rencontre le président. Et on discute. Je lui explique ce que je fais et tout. Il connaissait un peu et tout, etc. Et on a un feed. Et du coup, voilà, on échange ensemble et on reste en contact. Et de là, voilà, on se parle régulièrement pour plein de choses, etc. Et la campagne passe, etc. Et on m'appelle, et on me dit, il veut venir me voir. Je lui dis, même pas 24 heures pour organiser ça. Je lui dis, on va aller sur la place du marché, on va rencontrer du monde, on va serrer les mains et on va rencontrer des entrepreneurs après que je vais faire venir. Et ça se fait naturellement. Et on fait cette première visite à Cergy, ce premier déplacement après sa réélection. Et c'était bien, il a kiffé le truc. Ça a permis de rencontrer des entrepreneurs qui, eux aussi, ont eu des rendez-vous derrière avec des conseillers à l'Élysée pour avancer sur leurs projets ou faire des rencontres qu'ils avaient besoin. Et c'est ça, moi, c'est de connecter des gens, de créer des choses, des opportunités. En fait, tu crées des espaces. Des espaces, voilà. C'est ça. Moi, je crée des espaces. Tu vas pas appeler, par exemple, je vais pas venir te voir en disant, vas-y, plug-moi avec tel. Exactement. Non, toi, tu vas créer un espace et c'est dans cet espace-là, les gens vont se connecter. Mon boulot, c'est ça, c'est de créer des espaces où les gens vont pouvoir se rencontrer et se réunir et peut-être faire du business ensemble. C'est exactement ça. Mais de ça, par exemple, de cet événement-là, parce que des fois, on se dit, peut-être, il y a plein de gens qui disent la politique, ça sert à rien, tu vois. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est né d'intéressant de ces contacts-là entre les politiques et les entrepreneurs? Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes toutes les grandes fortunes françaises, tous les grands entrepreneurs, ils sont reçus soit par le ministre de l'économie, soit par le président de la République. Je vois pas pourquoi nous, en tant qu'entrepreneurs, on se priverait de rencontrer les dirigeants politiques du pays, parce que sur plein de réflexions, si t'es pas là pour mettre la pression sur nos sujets, il y a personne qui en parle, donc ça bouge pas. Donc c'est important pour moi en tant qu'entrepreneur de aussi, quand ils font quand ils font des dîners ou des déplacements privés dans des pays officiels, etc., et que tu as la plupart des entrepreneurs français qui font partie du voyage ou qui participent à ces dîners d'État, etc., et que tu n'as aucun entrepreneur issus de nos quartiers, de nos diversités, des Renois et tout, qui réussissent ou autres, frère, tu dis, il y a un truc qu'on l'a loupé. Déjà, on n'est pas parce qu'on n'est pas conviés. De deux, ils nous connaissent même pas. Donc, deux choses qui font en sorte qu'on participe pas à ça. Et toutes les opportunités de business, quand tu vas à un dîner d'État, je sais pas, que ce soit américain, russe ou africain ou quoi que ce soit, t'as tous les grands chefs d'entreprise du pays qui sont là. De la France et du pays d'origine. Okay. Et du coup, tu plugues plus facilement. Les connexions sont plus simples. Quand tu as un voyage officiel où le président se déplace dans un bled en Afrique ou ailleurs, ou je sais pas moi, tu vas en déplacement, tu rencontres toutes les hautes autorités du pays. Et du coup, ça accélère les opportunités. Et il y a beaucoup de gens, d'entrepreneurs, qui ont besoin à un moment donné, quand ils ont développé leur business, ils sont arrivés à un certain niveau, d'aller un peu plus loin. Et ça, c'est ce qui leur manque. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas invités là où ils doivent être invités. Donc, le lien avec le politique, forcément, que ce soit en France ou ailleurs. Mais toi, du coup, qu'est-ce que tu fais? Il est pour moi, ça dépend où tu veux y aller et tes objectifs. Je pense qu'il parfois, il est évident. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Du coup, par exemple, il y a un déplacement présidentiel, on va dire, aller au Sénégal. Et tu sais qu'à cette occasion-là, il y aura des industriels français, des industriels sénégalais. Toi, tu peux prendre ton téléphone et appeler tel ou tel en disant, toi, il faut que tu sois là. Moi, je peux appeler et soumettre des noms, par exemple. Okay. Moi, mon boulot, c'est d'appeler et de dire, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'entrepreneur issu de tel truc. Et deux fois, t'es écouté. Souvent, t'es écouté. Et deux fois, t'es pas écouté parce que c'est comme ça, mais c'est une bataille et tout en interne. Et en fait, deux fois, ils y pensent même pas. C'est même pas qu'ils le font volontairement. Ils connaissent pas. Ils y pensent même pas. Mais est-ce que toi, on t'appelle pour te dire, soumets-nous des noms? Ouais, ça peut m'arriver ou c'est ce que je vais essayer de faire de plus en plus maintenant. De soumettre des noms. C'est pour ça que quand on a fait l'événement Ancrage, Ancrage et tout, etc., c'était aussi cet objectif de dire, OK, voilà,
Tous ces gens-là, ils sont là, ils existent. Ils sont juste pas dans vos radars. Mais c'est des gens qui font. Et qu'est-ce qui en est ressorti dans Ancrage? Parce que je te le disais la dernière fois quand on s'est vu. Ouais, j'ai fait un petit, tu expliques aux auditeurs ce que c'est. Ouais, voilà, exactement. C'est ce que j'allais faire. Oui, j'avais pas jusque là, mais je vais le faire. Ancrage, donc, c'est un événement qui a eu lieu, là, il y a quelques mois. Le 12 juin. 12 juin 2024. Et, à cette occasion-là, t'as réuni à Lille la majorité, en tout cas une grande partie des entrepreneurs des quartiers pour faire des talks, faire des conférences et faire en sorte que ces gens-là parlent à la jeunesse majoritairement. C'est comme ça que j'ai senti. Et à ce moment-là, Macron, qui devait être présent, ne pouvait pas compte tenu de l'actualité. Et il a fait un discours dans lequel il a dit que il comptait beaucoup sur la diaspora pour travailler. Il a dit pour faire avancer les relations entre la France et l'Afrique et aussi pour faire passer le message de la France en Afrique. Il a dit beaucoup, et c'est beaucoup ce qu'il a dit. Je sais pas comment toi tu l'as compris. Dans son discours. Fait, l'objectif, c'était quoi? Nous, ce qu'on lui dit, c'est aujourd'hui, la France, elle recule en Afrique. Ok. Elle recule parce que pour plein de raisons. Aujourd'hui, moi, je comprends pas. La France est le premier pays d'Europe où il y a la plus grosse diaspora africaine. Aujourd'hui, comment ça se fait que la France, elle recule dans ses relations avec les pays africains? Simplement parce qu'ils n'ont pas eu cette intelligence de s'appuyer sur les ressources qu'ils avaient. Des Français d'origine africaine qui ont cette double culture en se disant, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'appuie sur ce trésor qu'on a? Que d'autres pays n'ont pas et qui ont compris qu'il y avait des intérêts pour eux d'être sur le continent africain. Bah, ils ont loupé le coche et ça a créé un sentiment anti-français. Même nous, en tant qu'Africains, on se dit même comment on n'a pas pu être présent dans le développement économique de nos pays d'origine en étant parfois des ambassadeurs du pays de la France. Parce qu'on comprend l'écosystème français, mais aussi on a la double culture et on sait comment dans nos pays d'origine ça fonctionne, comment le système fonctionne, etc. Un peu plus, tu vois, on n'a pas une connaissance accrue pour tout le monde, mais en même temps on a des relais qui permettent de mieux comprendre, d'avoir un peu cette compréhension que un blanc qui n'a pas la culture africaine, qui est français et tout, etc., ne va pas forcément facilement comprendre. Donc en fait, contrairement aux anglo-saxons, bah, on n'a pas été un atout. Au contraire, on a été peut-être mis au banc volontairement ou involontairement. Et du coup, moi, dans les discussions que j'ai avec eux, c'est comment on recrée cette relation, parce que la France se retirera jamais complètement de l'Afrique et l'Afrique ne se passera jamais aussi complètement de la France. Donc, quoi qu'il arrive, il y a des relations qui sont celles qu'elles sont. Aujourd'hui, il faut transformer, il faut changer ce mode de partenariat. Il faut que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et qui sont les meilleurs ambassadeurs pour pouvoir faire en sorte que ça soit ce partenariat gagnant-gagnant? Bah, c'est Français d'origine africaine, subsaharienne, Afrique du Nord, Afrique centrale, toute l'Afrique. Mais pourtant, en fait, c'est ça qui, pour moi, est un véritable combat qu'il faut mener et qu'il faut continuer à mener. C'est comment on s'appuie sur la première diaspora africaine d'Europe en France pour pouvoir aussi créer ces ponts et ces passerelles. Mais dans le discours, il explique qu'ils ont injecté plus de 3 milliards, j'ai entendu. J'en ai pas vu un centime. C'est ça. Tu vois, on est d'accord. Alors peut-être que je suis passé à côté de ça, mais qui en a profité? C'est ça la question. À qui ils ont été redirigés ces 3 milliards? Quel entrepreneur a prospéré de tout ça? Et pour moi, c'est là le problème. C'est qu'on peut pas dire des chiffres. Déjà, ça veut rien dire. Est-ce que c'est 3 milliards? Est-ce que c'est une aide de développement? Est-ce que c'est une aide de l'attractivité économique? Quelles sont les entreprises françaises qui sont implantées? Même une entreprise, par exemple, française d'un grand groupe qui vient s'installer en Afrique, qui est à la direction de ça? Ça va pas être quelqu'un qui est super intelligent, qui est peut-être dans l'entreprise, qui connaît les enjeux, qu'on va prendre et qu'on va mettre là-bas. Non, ça va être quelqu'un qui a rien à voir avec l'Afrique, qui va aller diriger tout ça. Et ça, je trouve que stratégiquement, c'est pas intelligent, si je peux me permettre, malheureusement. Et je pense que là-dessus, on peut aller plus loin. Et c'est pour ça que dans cette idée de développement, de partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Europe et la France notamment, je pense qu'on peut aller plus loin et je pense qu'on a une carte à jouer. Mais nous, parce que moi, je suis toujours de l'idée de dire on va pas attendre que eux ils fassent. Faut qu'on fasse. Qu'est-ce que nous on fait?
concrètement, qu'est-ce que la diaspora africaine pour moi, doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde, aujourd'hui, quand je rencontre des amis entrepreneurs qui ont super bien réussi, qui ont énormément gagné d'argent et tout, etc., qui sont extrêmement bien. Quand ils essaient d'aller investir en Afrique, ils ne comprennent rien du tout. Du coup, comme ils ne comprennent rien du tout, il n'y a pas un circuit de confiance. Ils ne mettent pas leur argent en Afrique ou dans leur pays d'origine, malheureusement. Ils le mettent ailleurs où c'est plus safe, c'est plus sûr, etc. À Dubaï. À Dubaï ou ailleurs, ou je ne sais pas quoi. Malheureusement. Et en fait, il faut que nous, déjà, on arrive à créer des circuits de confiance. Totalement. Tu vois, moi, demain, je vais investir mon argent ou je veux faire un business dans mon pays d'origine au Mali. Je ne sais pas par qui passer, comment, est-ce que ça va être structuré, est-ce que c'est bancal. Déjà, la situation économique, politique, elle est difficile. Alors, comment je fais? Et ça rebute. Et moi, je connais des Maliens qui sont pétés de thunes. Mais ils n'ont pas investi au Mali. Pourquoi? Parce que le terreau, il n'est pas fertile. Pourtant, il y a plein de commerçants soninké là-bas. Pareil pour les Sénégalais, pareil pour plein de choses. Tu vois? Et ça, en fait, c'est pourquoi? C'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de manquements encore qu'il faut que nous, en tant qu'enfants de nos pays d'origine, on arrive aussi à structurer. C'est ça qu'il faut faire, c'est structurer, créer des circuits de confiance et aussi être aussi tolérant. Parce que dans la communauté, on est très peu tolérant. Soit tu as un projet, c'est cartonne, si tu fais une erreur, on te tombe dessus et t'es mort. Tu trouves? Ça peut arriver. Moi, j'ai déjà vu des projets pour des erreurs et tout, on les a mis au pilori. On les a mis au pilori et on les a plus laissés respirer. D'accord. Tu vois, et je pense que dans tous les business, il y a des risques. Maintenant, à un moment donné, il faut de la transparence. Il faut aussi que nous, on soit un peu plus tolérants avec ceux et celles qui vont se lancer dans des business entre les deux continents. Parce que c'est dur. Déjà, faire un business en France, par exemple, tu es à Paris, tu le fais dans le sud de la France, le fait que tu n'es pas tout le temps là-bas, ça se trouve, il ne va pas tourner comme tu dois tourner. Totalement. Alors imagine dans un autre continent avec une autre culture qui n'est pas la même que la tienne. Et faut accepter qu'au début, on va essuyer les plâtres. Et surtout, il y a des manquements. Et du coup, il faut qu'on soit aussi indulgent et d'encourager aussi celles et ceux qui veulent aller développer des business en Afrique. Parce que moi, j'en vois plein. Des gens qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, on va développer un projet en Afrique, en destination d'Afrique et tout, dans les déterminés. » Mais il y a très peu de projets que je prends. Pourquoi? Seule question. Tu vis où? Je dis « Je suis là à Paris. » Tu comptes aller vivre au pays pour voir comment ça va se développer? Non, pas pour le moment, je peux pas. Mais là, je développe de France et j'ai des relations là-bas. Je sais que ça va pas marcher, c'est mort. Va là-bas, va te confronter au terrain, va rencontrer les gens, va faire, tu vois, va te casser les dents un peu, comprendre bien la culture, comment ça fonctionne. Et après, là, tu pourras me dire, je vais développer un business. Il y en a, ils mettent les mains dans le cambouis. Ils vont là-bas, ils passent du temps là-bas, ils font des allers-retours. Tu vois, ceux-là, oui, tu vas investir sur eux, tu vas leur faire confiance. Mais il y en a, ils ont même pas fait ça, ils veulent développer des business en Afrique. Arrête. Un peu, je veux pas décourager les gens, mais c'est aussi une réalité. Il faut être conséquent. Être conséquent, être. Et tu dois le voir toi aussi à un moment donné, tu sais. Nous, il n'y a pas de doute. Franchement, là-dessus, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui sont là de loin et qui espèrent pouvoir changer l'Afrique à distance, alors que concrètement, tu peux rien faire, tu vois. Mais moi, ma question, c'est surtout, voilà, comment est-ce que nous, on s'organise pour faire ça? Donc, tu as dit créer toi, tu te vois créer des réseaux de confiance. Comment créer ces réseaux de confiance? Quelles actions on peut mettre en place pour le faire, tu vois? Bah, c'est des structures comme les tiennes, hein, avec ce que tu fais depuis des années, avec Black Network, la communauté que tu as développée, l'expertise que vous avez et tout. Je pense qu'il y a énormément de gens qui essayent de faire des choses incroyables dans la communauté et c'est ceux-là qu'il faut encourager. Moi, je pense qu'il faut se fédérer. Il n'y a pas de couloir à avoir sur ces sujets-là. Parce qu'une fois que ça marche pour un réseau, ça marche pour tous les autres réseaux. Totalement. Et tous les entrepreneurs. Totalement. Et du coup, moi, j'ai pas l'idée prédéfinie à ce qu'il faudrait faire ou pas. J'ai pas passé assez de temps partout dans le continent pour te dire, ouais, c'est telle et telle chose. Mais c'est quelque chose qui j'aimerais, c'est mon rêve. Je sais pas si je le verrai de mon vivant. Mais en gros, j'ai beaucoup d'espoir que les choses vont avancer d'une manière ou d'une autre. Et il faut qu'on développe. Il faut l'Afrique a besoin de nous. On peut pas lui tourner le dos. Non, totalement. Comme nous, on a besoin du continent. Ok. Voilà. Mais c'est pas une mission déterminée à ce jour. C'est pas une première, c'est plus une conviction personnelle parce que je me sens solidaire de ce qui se passe ici et là-bas. Mais en même temps, voilà, c'est pas pour l'instant, c'est pas une mission encore. Et on me pose souvent, alors, quand les déterminants en Afrique,
pour l'instant, même moi, je peux pas répondre à cette question. Ouais. Ça se fera s'il y a une opportunité, si les conditions le permettent et si c'est quelque chose qui est ancré sur le territoire avec les gens. Tu vois, sinon, j'irai pas. Si c'est pour faire des one-shots, de créer de l'espérance, prendre de l'oseille et tout, ça, c'est facile. On m'a déjà proposé plein de trucs et tout. Je l'ai pas fait. Mais il faut faire un truc qui a du sens. Mais quand ils font ancrage, justement, ancrage, c'est la vision. Là, pour l'instant, on a travaillé. Hein? C'est nous qui le portons, et ancrage. On a porté la vision, on a porté les invités, on a porté l'orientation du projet. Mais la connexion avec le continent, elle est où? C'est ça, en fait. Parce que la connexion avec le continent, elle est par tous ces hommes et ces femmes qui sont intervenus lors de l'ancrage. C'est des gens d'origine africaine, qui sont français, qui ont développé des business, qui ont eu des succès de malades, et qui sont pas forcément parfois invités dans les réseaux un peu diaspora, parce que diaspora, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent pas diaspora, mais moi, tu me parles de diaspora, ça me parle pas, parce que je suis pas quelqu'un d'étranger qui vit en France, je suis français. Ouais, tu m'as dit ça la dernière fois, ça m'a surpris. C'est vrai, moi, diaspora, moi, ça me parle pas, mais diaspora, ça veut dire quoi? Quand toi, tu peux être de la diaspora française quand t'es à New York. T'es de la diaspora, truc, quand t'es je sais pas où. Mais moi, toi, avant tout, t'es français. T'es français, t'es africain. Ouais. Donc, en gros. Je suis pas plus l'un que l'autre, d'ailleurs. C'est pas plus l'un que l'autre, mais t'es pas de la diaspora. Tu vis en France. Oui, mais jusqu'à quand t'es de la diaspora? C'est-à-dire, est-ce que t'as vocation à repartir? Il y a des gens qui n'ont pas vocation à repartir, qui sont attachés à leur pays d'origine, mais qui n'ont pas vocation à repartir. Tu peux pas appeler ça de la diaspora. Pour moi, de la diaspora, dans ma définition de la diaspora, c'est quelqu'un qui vit dans un pays ça peut être de la diaspora africaine, ça peut être de la diaspora française, ça peut être de la diaspora chinoise, etc., qui vivent dans un pays qui est pas le leur. Mais avec qui ils partagent, qui sont là pour une mission et qui repartiront. Nous, c'est pas pareil. Nous, on est français d'origine africaine. Toi, tu te vois comme un Américain, comme les Américains noirs. Les Afro-Américains. Ouais, comme... Nous, on est des Afropéens, on dit souvent ici. Européens ou qu'on veut, africains. Mais tu vois, et par contre, on a aussi des projets à développer en Afrique. Sur le continent. Le simple fait qu'on ait cette discussion, et que même quand Macron fait son discours, il le voit, ce truc-là, tu vois, ce lien qu'on a avec l'Afrique. Moi, je sais quand on est arrivé en France, moi, je suis venu tout petit, tu vois. Mais mon père m'a dit, et même mes oncles disent toujours, vous êtes venus pour travailler et être utile au continent. Même pas forcément repartir. Parce que là, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui nous disent, vous avez grandi ici, peut-être vous allez jamais repartir. Mais en tout cas, même si on est ici, qu'on soit utile là-bas, tu vois. Et c'est en ça qu'on est toujours diaspora. Si on n'est plus diaspora, c'est qu'on est ici et on est ici et fuck ce qui se passe là-bas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le terme diaspora, c'est des termes, alors c'est de la définition, on l'appelle comme on veut. Nous, aujourd'hui, moi, je suis très attaché, je suis français, mais je suis très attaché à l'Afrique, au Mali, parce qu'il y a ma famille, parce que j'ai un lien particulier avec mon bled. C'est le seul pays au monde, quand je vais, je me sens bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est le seul pays. C'est le seul pays où en dehors de la France, où je vais, je me sens bien. Je peux rester 3-4 mois, même s'il y a des manquements là-bas. Parce que je me sens vraiment, tu vois, chez moi. Et tout. J'ai un passeport malien, j'ai un passeport français, tu vois ce que je veux dire? En plus. Voilà, j'ai pas de sujet là-dessus. Mais comment tu peux pas être de la diaspora dans ces conditions? Mais en fait, non, c'est que moi, je suis français en vrai, tu vois. Quand je te dis je suis français, je suis né ici. Même là-bas, tu vois, je peux passer quelques mois, mais je peux pas vivre indéfiniment là-bas sans revenir ici, etc. Tu comprends pas? Donc, en même temps, c'est un terme dans lequel en vrai, c'est de la... Pour faciliter les choses, on dit la diaspora. Mais si on rentre vraiment dans le détail du terme, c'est pas forcément de la diaspora. Je veux dire, comme tu dis, nous, il y a beaucoup de choses que nos parents, ils ont fait en vivant ici. Eux, pour eux, ils sont venus, ils allaient repartir, ils sont jamais repartis. Du coup, voilà, ils sont là, ils ont fait... Aujourd'hui, c'est nous, on est là avec les enfants. Plus tard, ça sera nos enfants avec leurs enfants. Jusqu'à quand, tu vois ce que je veux dire, ça va durer. Ce terme diaspora, 4e génération. En fait, c'est ça que je suis en train de te dire. C'est ce terme-là où il y a un sujet où il y a beaucoup de gens, quand tu fais un événement où il y a écrit diaspora, ils se sentent pas concernés. Pas parce que ils se sentent pas africains, mais parce que le terme diaspora, ça leur parle pas. Par contre, si tu fais un événement autour de l'Afrique, entre les deux continents, etc. et tout, peut-être que ça va plus parler à certains, comme ça va parler au plus grand nombre, on va dire. C'est intéressant, ça. Moi, je suis allé dans plein d'événements diaspora. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas nés en France comme nous. C'était des gens qui étaient... souvent les étudiants qui arrivent à la fin des études. Des gens, des cadres et tout, qui avaient vécu, qui avaient vécu en Afrique, qui avaient la meilleure connaissance de l'Afrique que nous. Ça, c'est sûr.
Ça, c'est encore une autre part de la communauté. C'est ça aussi. Tu vois, moi, généralement, quand je vais dans des événements, c'est eux que je rencontre. Moi, j'ai pas la connaissance que eux, ils ont, même dans mon pays d'origine. Même si je vais pendant des vacances, même si je vais pour voir la famille et tout, etc. Et tu veux dire que les gens des quartiers se reconnaissent pas dans la diaspora? Enfin, si on en fait, grossit dans le trait, les quoi, tu vois. Parce que, à un moment donné, pour moi, aujourd'hui, je vois très peu de gens, tu vois, issus d'un quartier qui a réussi et tout, etc., et qui est dans les réseaux de diaspora. J'en vois très peu. Je vois des gens qui sont nés en Afrique, qui font partie de la diaspora, mais j'en vois très peu. En tout cas, moi, de mon expérience, après, est-ce que je connais bien les réseaux? Non, c'est intéressant. C'est une vision que moi, j'ai aujourd'hui qui n'est pas encore débridée, on va dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un sujet. Ok. Il y a un sujet. Non, c'est intéressant. Vraiment, parce que nous, notre rôle, quand on parle de Black Network, pourquoi on a dit Black, justement, et pas Afrique, c'est pour fédérer tout le monde. Tout le monde. T'es des Antilles, des Outre-mer, tu vois, peu importe. Etc. Voilà. C'est on est tous sujet. Ensemble, avec cette vision-là de réussir en France. Et pourquoi tu l'as pas appelé diaspora, alors? Ça pète moins, tu vois, la formule, elle est moins Diaspora Network, tu vois, alors que Black Network. Ouais. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là, c'est plus dans ce sens-là. C'est plus une question de formule. Même Afrique Network, bof. Pareil, pour Ancrage, c'est une question de formule. Je suis dans les détails, mais en vrai, c'est une question de formule. En réalité, il faut trouver un nom qui rassemble beaucoup plus fort que Diaspora. Diaspora, quand les gens ils parlent de ça, c'est des gens qui vont pas rester au pays, quoi. C'est des gens qui restent pas ici. En réalité, nous, on fait la France comme on fait notre pays d'origine. Mais moi, si je prends d'autres communautés dont on citera pas, moi, je trouve que elles arrivent à avoir cette vision-là d'être bien intégrées et insérées en France et être aussi toujours avoir le regard sur leur pays d'origine, tu vois. Et c'est un peu ça que moi, je prends comme exemple, tu vois. C'est trop bien. Et eux, ils sont diaspora, eux. Il faut ça. Pour le coup. Il faut ça. Eux, ils sont diaspora. Si on prend, je vais pas citer des noms, tu vois. Je sais pas. Même si tu prends on va prendre les Chinois, Juifs, Turcs, tous ces gens-là, qui fonctionnent très en communauté. Bah, c'est des gens, mais ils sont en France, ils sont insérés professionnellement. Quand les politiques viennent, ils vont leur parler à eux, tu vois. Il y a pas de problème avec le fait qu'ils soient insérés en France. Mais ils ont tous le regard toujours vers leur pays d'origine, tu vois. C'est ce que aussi beaucoup d'Africains, ils ont aussi ce regard-là. Mais ce sont des diasporas. Eux, ils assument le terme diaspora. C'est ça, en fait. En fait, moi, c'est même pas une question d'assumer ou pas d'assumer. Eux, on les appelle pas la diaspora. Il y a que en Afrique qu'on appelle les diasporas. Si. La plupart des gens... le mot que la première fois que j'ai entendu le mot diaspora, c'était la diaspora juive, tu vois. À l'école, j'ai jamais entendu parler, moi. Ah ouais? Ah ouais, moi, les juifs, c'est les juifs de France. Ah. Moi, les juifs que j'entends. Pour moi, diaspora, c'était que juifs à la base. Les juifs, Tanguy, j'entends, c'est les juifs de France. Ok. C'est la communauté juive de France. Ça va être la communauté turque de France. Ça va être la communauté chinoise de France. Nous, l'Afrique, ça va être pas la communauté d'Afrique de France, ça va être la diaspora africaine. Tu comprends pas? En fait, moi, c'est ce que, après, peut-être. Non, je comprends ce que tu veux dire. Il y a pas de communauté, en fait. Il y a pas de communauté. Et cet esprit, après, c'est un autre débat, tu vois, on s'éloigne un peu du sujet. Mais je comprends ce que tu veux dire. Plus tard. Mais c'est un autre débat et tout. Mais bref, c'est des termes. En vrai, tu m'as compris, c'est que, nous, t'as tu vois, ton fils qui est là, ou d'autres trucs, etc. Ils sont ici, quoi. Et en même temps, toi, tu leur donnes cette culture un peu africaine. Mais c'est pas tous les parents qui donnent la culture africaine à leurs enfants. Non, c'est sûr. C'est pas tous les parents. Il y en a, ils sont jamais... Moi, j'ai connu des gens, jusqu'à un certain âge, ils avaient jamais mis les pieds en Afrique. Pourtant, leurs deux parents, ils sont nés en Afrique. Tu comprends pas? Ça veut dire, c'est quoi leur attachement, eux, avec l'Afrique? Tu vois? Non, je vois ce que tu veux dire. Je vois très bien. En fait, c'est ce truc-là qui est, pour moi, où il y a un vrai sujet d'apprentissage et rendre nos continents attractifs. Ça, c'est sûr. Pour que même un jeune, même si ses parents ne lui ont pas donné l'opportunité, il a envie d'aller. Parce qu'il a entendu qu'il y a des choses positives qui se passent, qu'il y a des gens qui se passent, qu'il y a aussi des opportunités dans lesquelles il peut. C'est ça qu'il faut montrer, ce visage-là. Et les meilleurs exemples, c'est ces jeunes d'origine africaines qui sont nés ici et qui ont réussi des grands projets et qui aujourd'hui, voilà, ils sont fiers de là où ils viennent et qui valorisent ça. C'est hyper important. Et Ancrage, c'est aussi pour aussi envoyer ce message-là pour dire, venez découvrir des gens que vous n'avez pas l'habitude. Et quand vous allez venir, vous allez rencontrer des gens, vous allez discuter de vos projets, vous allez parler de ce que vous avez envie de faire. Et vous allez raconter de la manière dans laquelle vous avez envie de raconter, avec vos mots, avec vos codes et avec votre état d'esprit. C'est ça qu'on veut. Et c'est un événement qui aura lieu tous les ans?
dorénavant? Ça a été une première, ça a été un succès. Combien de personnes en tout? Ça a été plus de 2000 personnes qui sont venues dans la journée. C'était énorme. En 3 semaines et demie. Ouais, j'ai vu. Une com intense. En plus, pas à Paris, c'est un défi. Tu vois, tout à l'heure, tu disais et tout. Le fait de le faire à Lille et pas à Paris, ça permet de décloisonner. De faire en sorte que quand les gens ils viennent vraiment. Ouais. Tu vois, et c'est un défi risqué. Hein. En très peu de temps d'organiser un événement comme ça, pas en région parisienne, sur un sujet sur lequel on n'est pas trop intervenu en réalité. Pour moi, franchement, la vérité, c'est un risque qu'on a pris. Ouais, mais il y a de quoi être satisfait. Ça aurait pu être réussir et pas réussir. Finalement, ça nous a bien réussi. Donc, je t'annonce que probablement, il y aura un ancrage dès cette année 2024. On va pas attendre l'année prochaine. Ah ouais? Ah oui. À Paris, cette fois-ci? Pas à Paris. Ok. C'est sûr que vous, votre ADN, ça va être de le faire en dehors de Paris, du coup? Pas à Paris. Peut-être qu'on le fera un moment à Paris, mais pas à Paris encore. D'accord. Ça veut dire quoi, Marseille? C'est dans les territoires, il reste quoi? Je sais pas, tu seras informé. Je sais. J'imagine, en tout cas. Tu seras informé. Et comme d'hab, on va prendre notre voiture, on va venir, il n'y a pas de problème. Tu auras un rôle à jouer, tu seras informé. Avec grand plaisir. On va arriver vers les questions de la fin. Tu disais tout à l'heure que toi, tu as un rythme à 200 à l'heure, tu vois. Et je pense que tu sais que les entrepreneurs sont particulièrement exposés aux problèmes de santé mentale. Comment tu fais, toi, pour garder l'équilibre? Je t'ai entendu parler de sport. Tu fais beaucoup de sport? Ah ouais, je cours tout le temps. Tu vois, ce matin, là, j'ai couru 10 km en moins d'1 heure, quoi. Donc, moi, je cours. Tous les jours? Presque tous les jours que je peux. Je fais à peu près, en moyenne, je fais 200 km par mois. Ok. En running. Ok. Ouais, ça fait au moins 20 séances de 10 km. C'est énorme. À peu près, 2 fois, je fais un peu plus, 15, 20. Là, je prépare le marathon de Paris, là, 2024, le 10 août, là. Ok. Marathon pour tous, ça va être le premier. D'accord. J'ai un objectif très précis, le finir en moins de 4 heures. Donc, c'est quoi, 42 km? 42 km avec de dénivelé, des côtes, de la descente. Le parcours, il est hard. C'est mon premier, mais en tout cas, si je le termine, le mental, il aurait été là. Ouais. Donc, c'est beaucoup ça, moi. J'aime bien me donner des défis en dehors de ce que je fais. Ça permet de libérer un peu mon esprit, ma tête, ma conscience. Et derrière, en fait, let's go, quoi. Et ça m'aide beaucoup. Et santé mentale, franchement, je respecte. C'est un terme que j'ai vu arriver il y a 2-3 ans. Je n'avais pas parlé de santé mentale il y a 15 ans, 17 ans quand j'ai commencé. Ça veut dire peut-être que certains, ils ont beaucoup de pression là-dessus. Mais moi, personnellement, mais tu sais que j'ai pas trop de sujets là-dessus, quoi. Moi, mon interprétation, par rapport à toi, mais par rapport aux entrepreneurs en général, c'est que, en fait, quand t'es tellement drivé par une cause, tu vois plus les trucs qui peuvent te casser la tête, te prendre la tête, la charge mentale, tu la ressens moins. Parce qu'en fait, t'es tellement en train de courir tout le temps, en train de d'être au charbon, que t'as pas le temps, finalement, de t'arrêter pour dire, ah ouais, en fait, c'est dur, ah ouais, c'est chaud. Est-ce que c'est ça? C'est ça, hein. Je pense qu'il y a une partie de ça. Il y a pas que ça, mais il y a une partie de ça. Il y a le fait aussi, moi, comme je suis entrepreneur, je me dis, pendant un moment, j'étais pas dans ça, j'étais fatigué avant le Covid et juste après, tu vois. Et tout, parce que je m'étais laissé aller un petit peu, tu vois. D'accord. C'est-à-dire, j'ai repris une condition physique en faisant du sport, en m'obligeant en faisant du sport et en m'alimentant mieux. C'est-à-dire, j'essaie de mieux manger. Quand je peux dormir tôt, je dors tôt. Je me lève très tôt. Ça fait très tôt, c'est-à-dire pour courir, c'est ça? Tu te lèves genre 5-6 heures du matin? 4 heures, 5 heures du matin. Ok. Et tout, pour aller courir. 6 heures, je peux sortir. J'ai pas d'heure. Je peux, si j'ai pas eu le temps le matin, je peux sortir à 23 heures, minuit pour aller faire un footing. J'ai pas d'heure, en fait. Je me donne pas d'heure. J'ai pas une routine prédéfinie. Et c'est comme ça, tu vois. Et en plus, c'est que j'essaye de faire attention, tu vois, à ma condition physique. Parce que ce que j'ai remarqué quand je fais attention à mon alimentation, à mon truc, je suis beaucoup plus opérationnel, je suis plus concentré dans mon travail. Donc, du coup, ça joue en productivité. Ouais, totalement. Donc, j'ai mis un peu ces trucs qui m'aident. Et tant mieux, ça me réussit. D'accord. Faut que je continue, je reste un peu plus... En bonne santé, en bonne condition physique, quoi. Ouais. Est-ce que tu te formes pour réussir à gérer tout ça? Parce que j'imagine, voilà, déjà que t'as appris beaucoup de choses. J'aurais bien voulu me former un peu plus. Ouais. J'aurais bien trouvé le temps, mais je me forme pas. En vrai, j'apprends tout sur le tas. Sur le tas. Et c'est ça qui me manque, c'est de prendre du recul pour me former sur plein de trucs où j'ai des faiblesses ou des lacunes pour m'améliorer. T'aimerais te former sur quoi? Je sais pas, sur plein de trucs. Hein. Je sais pas. Je te dis ça, par exemple, améliorer mon anglais,
réfléchir sur plus mon éducation financière. Bien m'intéresser à ce sujet-là et tout, etc. Bien comprendre un peu les enjeux d'innovation, tu vois, et tout, etc. Ça, c'est des sujets, tu vois, l'intelligence artificielle qui est arrivée très vite. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle, mais j'ai pas pris le temps de vraiment l'étudier en profondeur. Tu vois, j'apprends sur le tas en apprenant des nouveaux termes et tout, etc. Mais j'aimerais bien, tu vois, prendre du temps pour vraiment apprendre les enjeux, ce qui vont transformer aujourd'hui nos vies. Clairement, tu vois, c'est comme l'arrivée d'Internet, ça a transformé nos vies. Totalement. L'intelligence artificielle va faire de même. Et du coup, c'est tous ces enjeux-là qu'il faut que j'arrive à me poser et mieux apprendre, de regarder, etc. Ok, d'accord. Et dernière question, c'est, voilà, on a parlé pendant près de, je pense, une bonne heure et demie. Quel message tu veux absolument que nos auditeurs, qui est la jeunesse, bien souvent noire, de la diaspora, et qui a envie d'entreprendre, qu'est-ce que tu veux absolument qu'ils retiennent? Ils se disent, voilà, ils vont reprendre leur podcast là, reprendre leur vie après avoir écouté ce podcast. Il faut pas qu'ils négligent ça. Ce serait quoi? Bah, pour moi, la première chose qu'il faut qu'ils retiennent de ce podcast, c'est que chaque chemin et chaque parcours est différent. En fait, il faut pas essayer de faire comme les autres. Faut s'en inspirer. Mais en fait, chacun à son niveau, il a son histoire personnelle, son parcours. Moi, ce que j'ai dit, il y a des gens qui vont être d'accord, il y a d'autres qui vont pas forcément être d'accord. Mais c'est comme ça, tu vois. On n'est pas obligé d'être des photocopies. Mais en même temps, il faut avoir un truc qui vibre au fond de soi, qui se disent, OK, là, je suis dans le bon truc. C'est ça que je veux faire. Une fois qu'ils ont ça, il y a rien qui peut les arrêter. Et c'est ce truc-là qu'il faut rechercher. Ça met du temps parfois à arriver, mais quand tu as ce truc-là qui te drive, ce que tu as dit, tu dis, même si tu as des lacunes, même si tu sais pas tout sur tout et tout, etc., le fait que tu as ce truc qui te drive, il y a rien qui peut t'arrêter, tu es un bulldozer. C'est-à-dire, même un mur face à toi, tu le défonces. Et donc, c'est ça que je peux dire qu'il faut qu'ils retiennent. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de chemin prédéfini ou de chemin à suivre à la lettre. Chaque parcours est différent. Mais à chacun de chercher ce qui, lui, va le driver, voilà, pour pouvoir être... Et c'est ça qui va lui donner la détermination, Exactement. Quoi. Ok, très bien. Merci en tout cas, Moussa. Merci à toi. Force pour la suite. On continue. On continue. On lâche rien, comme ils aiment bien dire maintenant. C'est le mot du moment, ça. On lâche rien. On lâche rien. Vas-y, on reste connecté pour la suite. Et à tous, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité. D'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse. Cliquez, likez, partagez, commentez. Vraiment, ça va nous donner de la force pour amener cette chaîne le plus loin possible. Ciao tout le monde.